Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 14 mai. Voici les titres. L'apprentissage n'est pas une voie de garage. C'est ce que martèlent les directeurs de centres de formation. Aujourd'hui, ils estiment que rien n'est fait pour promouvoir ces solutions auprès des jeunes. Ça ressemble à une montre, mais il s'agit d'un système de téléassistance. L'objectif est de permettre aux seniors de rester chez eux tout en étant suivis en cas d'urgence. Après 30 ans de service, l'ADMR vient de présenter un nouveau bracelet. Enfin, rencontre avec le scénariste et le dessinateur des Arcanes du Midi Minuit. Cette bande dessinée est 100% vendéenne, du moins pour la conception. À l'occasion de la sortie du 11e tome, nous en profiterons pour comprendre comment se crée une BD. Et on débute donc avec l'inquiétude des directeurs de centres de formation, un sujet qui concerne d'autant plus la Vendée que l'apprentissage reste largement présent dans notre département. Mais au fil des années, les jeunes sont pourtant de moins en moins nombreux à s'orienter vers cette solution. Alors pourquoi ? À qui la faute ? Les directeurs de Vendée se sont retrouvés pour effectuer un point. Reportage d'Anthony Jamin. 800 000 apprentis en alternance à l'échéance 2015 sous l'ère Sarkozy, puis 500 000 à l'horizon 2017 sous la présidence Hollande. Derrière les effets d'annonce, les chiffres, eux, ne suivent pas. Ils sont tout juste 420 000 actuellement en France. Dans les Pays de la Loire, cette baisse du nombre d'apprentis s'établit à 8%, malgré une politique régionale largement en faveur de l'apprentissage et un taux d'employabilité post-études de 80%. On est la 3e région industrielle de France, les régions des Pays de la Loire, et sur la Vendée, 5000 apprentis, ce qui est énorme. Ça veut dire quand même la confiance que nous font a priori les entreprises. Mais même le président qui parle de stage, le président de la République qui parle de stage pour des apprentis alors qu'ils sont salariés, on se dit, est-ce que vraiment, voilà, il y a une réelle connaissance ou est-ce que c'est de la façade ? Des entreprises. Selon Daniel Lédin, 3 raisons sont à l'origine de la diminution du nombre d'apprentis dans les centres de formation. Une raison conjoncturelle, depuis 2008, peu ou pas de visibilité pour les entreprises. Autre raison, les contraintes que supportent ces entreprises qui font appel à des apprentis, avec notamment des réglementations européennes interprétées différemment d'un pays à l'autre, mais aussi et surtout la dévalorisation de la filière apprentissage par les familles elles-mêmes ou le corps enseignant en fin de collège. On est seul pour faire notre propre promotion. Donc on met nos propres moyens parce qu'effectivement, ce n'est pas la cellule éducation nationale qui nous oriente les jeunes. Il faut bien le dire. Il ne s'agit pas de jouer toujours la dichotomie entre les uns et les autres, mais la réalité, elle est là. S'ajoute à cela un problème de taille. Les futurs apprentis devront désormais attendre d'avoir 15 ans révolus pour débuter leur apprentissage par alternance. Mais alors, quel recours lorsqu'on est né entre septembre et décembre ? Car c'est bien là la grande interrogation qui reste sans réponse. Une centaine de jeunes dans ce département ne trouvent pas d'apprentissage ou les familles n'ont pas de réponse par rapport à la volonté d'aller vers nos métiers de ces jeunes parce qu'on y met un critère de 15 ans obligatoire obtenu pour entrer dans une entreprise. Chambre de métier, directeurs de CFA, entreprises, familles, tous veulent aujourd'hui des réponses claires sur l'avenir des moins de 15 ans qui optent pour l'apprentissage. Les professionnels demandent également plus de reconnaissance et de soutien pour cette méthode de formation qui permet à 2 apprentis sur 3 de décrocher un CDI en sortie d'alternance. Comment aider le maintien à domicile de nos seniors ? Plusieurs solutions existent évidemment. En Vendée, l'ADMR propose notamment la téléassistance. Il s'agit d'une sorte de bracelet qui permet un secours immédiat en cas de problème de la personne. Alors à l'occasion de la présentation d'un nouveau système, la rédaction de TV Vendée a souhaité se pencher sur cette solution, la téléassistance. Alors comment ça marche ? Réponse avec Alix Lanos. Monsieur Fournier ? Est-ce que tout va bien, Monsieur Fournier ? Je viens de recevoir un appel d'urgence de chez vous. Rien d'urgent cette fois-ci. Cet abonné à la téléassistance répond à l'appel de la plateforme. Dans le cas contraire, la centrale aurait cherché à joindre 2 personnes de son entourage. Et enfin, en cas de besoin, les services de secours. En Vendée, ils sont 2500 à être abonnés à ce système de téléassistance. C'est une personne de plus de 60 ans, en général, qui a été victime de chutes ou de malaises autres et qui a besoin finalement d'être rassurée par un système de sécurité qui ne soit pas très contraignant et qui puisse lui permettre de garder sa liberté. À 77 ans, Célie Cabonnet est équipée depuis 2 ans. Ça la rassure elle, mais aussi ses enfants. Ce petit bouton d'alerte, c'est son assurance de pouvoir rester le plus longtemps possible à domicile.
Ben, ma foi, je me dis que si je tombe, je ne vais pas être une journée par terre sans être secourue. Du fait que j'enlève mes clés de la porte continuellement, ça me rassure énormément. Ils ont des numéros référents, ils ont mes enfants, ma voisine qui a les clés, sinon les pompiers, parce que je n'ai pas d'autres enfants sur place. Comme Celica, plus de 10 000 Vendéens ont utilisé ce système depuis sa création en 1986. Et avec le vieillissement de la population, la téléassistance pourrait bien se développer encore dans les années à venir pour aider au maintien à domicile et à lutter contre la perte d'autonomie. En effet, cette année, 300 appareils ont été commandés et pour 2015, la commande a déjà doublé. Passons à la politique à présent avec d'abord un point presse de Pierre Regnault. Un mois après les élections municipales, l'ancien maire de La Roche-sur-Yon juge sévèrement les premiers pas de la nouvelle équipe. Pierre Regnault évoque l'augmentation des indemnités du nouveau maire, mais il pointe surtout du doigt l'éventuel abandon du pôle culturel. On écoute Pierre Regnault, puis Luc Bouard, le maire de La Roche-sur-Yon. Ils ne connaissent pas la ville, ils ne connaissent pas les projets qui sont pourtant publics. Tous les projets sont publics. Ils ont construit un projet de briques et de broc en réaction au nôtre. Et ils s'aperçoivent aujourd'hui qu'avec les coûts partis, qu'avec la lourdeur d'une administration, d'une ville, d'une collectivité comme l'État, où les marges de main-d'œuvre sont ce qu'elles sont, et ils pensaient qu'ils allaient pouvoir tout faire comme ça. Ils sont en train de découvrir la réalité de ce qu'est une collectivité. Nous n'avons pas été élus pour appliquer le programme de Pierre Regnault. Il faut qu'ils le comprennent. Nous avons été élus pour appliquer le programme pour lequel les Lyonnais nous ont plébiscité. Il y a 8 points d'écart entre les deux. Qu'ils nous laissent travailler, nous prenons le temps de la réflexion et le temps de la réflexion passé, nous donnerons notre position sur le pôle culturel en ayant comme souhait de servir le plus grand nombre de Lyonnais et le plus grand nombre d'associations culturelles lyonnaises. On reste en politique avec le chapitre consacré aux élections européennes et rappelons que la rédaction de TV Vendée vous propose un tour des listes présentes devant les électeurs le 25 mai prochain. Et ce soir, on commence avec Myriam Martin qui était en visite aujourd'hui en Vendée. Elle est la candidate du Front de gauche dans la circonscription Ouest. On l'écoute, elle défend le projet d'une Europe sociale. On parle de l'humain d'abord, pour nous ça a du sens, c'est-à-dire que l'Europe idéale c'est une Europe qui à la fois est solidaire, qui travaille à la coopération et la collaboration de ses peuples, mais aussi qui travaille à la collaboration et la coopération des intéressés avec les autres peuples du monde. Voilà, parce qu'on n'a pas une vision de domination, il ne s'agit pas d'être compétitif par rapport au reste du monde, il s'agit au contraire de lutter contre ce système prédateur qui est le système capitaliste et productiviste, et donc d'instaurer une nouvelle, je dirais peut-être idéale, mais en tout cas notre monde qui peut être possible. Voilà, notre monde de solidarité qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Autre tête de liste présente ce mercredi en Vendée, Marie Deblic. Elle mène la liste Force Vie, lancée notamment par Christine Boutin. On l'écoute, elle développe sa vision de l'Europe idéale. Je porte un regard d'espoir, d'attente par rapport à l'Union européenne et des institutions qui soient simplifiées, qui soient revenues plus à l'écoute des citoyens et qui soient plus porteuses de ce qu'attendent les hommes. Aujourd'hui, il est certain qu'il y a une forte prévention à l'égard de l'Union européenne, mais nous prétendons, nous sommes vraiment tout à fait motivés pour aller porter le sens de l'humain et le sens de la vraie vie au niveau des institutions européennes. Et comme chaque jour depuis lundi, à l'occasion de ces élections européennes, la rédaction de TV Vendée vous propose de mieux comprendre et connaître l'Europe. Aujourd'hui, nous allons découvrir son histoire, retour sur 70 ans de construction européenne avec les archives du Parlement européen. L'acte fondateur de la construction européenne remonte au printemps 1950. 5 ans après la victoire des Alliés et l'apparition d'une Europe de la paix, Robert Schuman présente les grandes lignes de ce qui deviendra l'année suivante la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. 35 ans s'écoulent au cours desquels l'Europe passe notamment de 6 à 10, s'appelle désormais CEE, Communauté économique européenne, pose les fondations d'une politique agricole commune et supprime les droits de douane. Les affaires d'intérêt commun ne peuvent être valablement gérées que par un pouvoir véritablement commun. Juin 85, Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas, RFA signent les accords de Schengen, texte qui prévoit notamment la libre circulation de leur population, mais qui ne sera appliqué que 10 ans plus tard, en 1995.
Hiver 92, fini la CEE, place à l'Union européenne. L'Union économique et monétaire est d'ailleurs lancée, la citoyenneté européenne apparaît, c'est le traité de Maastricht. Le plus grand moment, c'est quand j'ai obtenu l'accord unanime des 17 membres du comité chargé d'étudier l'Union économique et monétaire et d'en proposer et le contenu et la démarche. Parce que, croyez-moi, ça n'était pas facile, il y a eu des séances très chahutées. Un traité qui se matérialisera notamment 7 ans plus tard dans la toute dernière ligne droite du XXe siècle avec la mise en circulation de l'euro, cette monnaie commune à 11 des 15 pays membres de l'UE. 2005, coup dur pour l'Europe, la France et les Pays-Bas rejettent le projet de constitution, ce texte qui détermine le fonctionnement de l'Union européenne. Un document ratifié à ce jour par certains pays membres, mais donc pas par tous, d'où son gel. Depuis, l'Union européenne grossit. Elle compte aujourd'hui 28 pays membres depuis l'intégration de la Croatie en juillet 2013. Une lourde machine de plus de 500 millions d'habitants qui l'empêche, diront certains, de se lancer de nouveaux défis. Et un dernier mot d'Europe avec la présidente des Maisons de l'Europe qui était en Vendée lundi. L'ancienne ministre Catherine Lalumière était dans notre département pour inciter les électeurs à aller voter le 25 mai prochain. Et précisons que Catherine Lalumière a également été députée européen. On l'écoute. Il est très important que les citoyens, en votant, orientent, autant que faire se peut, orientent l'action de l'Union européenne pour la prochaine mandature, c'est-à-dire pour les 5 ans qui viennent. C'est le jeu de la démocratie et ça va dépendre de la majorité qui va sortir de ces élections. Et naturellement, pour qu'il y ait une majorité qui aille dans le sens de ce que l'on souhaite, il faut si possible voter. Et précisons que les Maisons de l'Europe permettent au public de s'informer sur le sujet. Il en existe 36 en France, dont une à Nantes. On va s'intéresser à présent à 4 jeunes femmes, parmi elles 2 Vendéennes, et ensemble, elles vont participer à l'Oxfam Trail Walker, un événement sportif et humanitaire. Alors plus précisément, elles devront marcher 100 km en moins de 30 heures. Avant le jour J, samedi, au cœur de la Bourgogne, Delphine Lezu les a rencontrées en Vendée. Stéphanie, Christina, Anne et Nadège. 4 femmes, un défi commun. Marcher 100 km en moins de 30 heures. Allez les filles, on y va! Depuis plusieurs mois, le Quatuor est en pleine préparation au Mont des Alouettes. Dans quelques jours, elles participeront au défi Oxfam Trail Walker dans le parc naturel du Morvan, en Bourgogne. Un défi sportif et humanitaire que souhaitait réaliser Stéphanie. J'ai entendu parler de ce projet que je trouvais super chouette parce que c'est un défi à la fois solidaire et sportif, donc c'est complet. On ne fait pas ça que pour nous, on fait ça aussi pour les autres parce que c'est pour une ONG internationale. Et j'ai fait appel à mon entourage, un appel à bénévoles pour voir qui était un petit peu fou pour venir faire ce projet à mes côtés. Et donc Anne, ma tante, a répondu présent. Et puis Nadège et Christina, mes amies aussi. Donc après, forcément, à force de marcher ensemble, on est devenus amis aussi. Et pour y participer, les 4 amies ont dû récolter 1 500 € auprès de leur entourage et d'entreprises vendéennes. Une somme qu'elles ont rassemblée en 2 mois et qui servira à soutenir des actions de l'association à travers le monde, dans les domaines de la santé, de l'éducation ou encore de l'environnement. Et même si le défi s'annonce difficile, la détermination est l'un des points forts du groupe. Difficile sûrement, mais ça on le sait, et donc on s'est préparé et mentalement et physiquement. Donc ça, on le sait. Après, nos craintes particulières, c'est sûrement qu'il y en a une de nous 4 qui se blesse. On a déjà gagné beaucoup parce qu'on s'est entraînés tout ensemble, on se pousse régulièrement à aller plus loin. Donc déjà, c'est déjà gagné d'avance. Mais après, maintenant, on veut aller jusqu'au bout, quoi. Le but, c'est de terminer. Les 17 et 18 mai, près de 250 équipes prendront le départ. Parmi elles, le groupe de Stéphanie, Christina, Anne et Nadège, baptisé les 8 pieds sur terre. Et ces quelques images à présent de cette exposition aux Herbiers. Ici, il s'agit d'œuvres effectuées à plusieurs mains. 2 instituts médico-éducatifs ainsi que 7 établissements de jeunes se sont en effet unis pour réaliser ces peintures et ces sculptures. Et à l'occasion du festival Art dans la rue, cette opération permet de rassembler.
Il y a plusieurs objectifs. Le premier, il est de socialiser un petit peu les jeunes. Ça leur permet de sortir de l'établissement et ça permet pour nous d'accueillir des jeunes dans l'établissement. Et puis de conclure ça par une partie événementielle à montrer aux personnes, puisqu'il y a aussi des œuvres qui sont exposées sur les clôtures de l'établissement, de manière à ce que ce soit vraiment intégré dans la cité. Et puisque l'idée de ce projet est d'agir ensemble, sachez que chaque visiteur peut participer à l'exposition. L'œuvre Le Grand Tube, que vous avez pu voir lors des premières images, vous invite à venir coller votre voiture, miniature bien sûr, et l'exposition est à découvrir jusqu'au 27 mai. Les amateurs de bande dessinée connaissent peut-être Les Arcanes du midi-minuit. Eh bien, sachez que cette BD est 100% vendéenne, du moins en ce qui concerne la création. Les Arcanes du midi-minuit est une série un peu à la James Bond où les deux héros combattent des ennemis réels et imaginaires. Mais avant que les lecteurs ne découvrent ces histoires sur papier glacé, un long travail est effectué en amont, comme a pu le constater Cyril Guillet. Alors, ça c'est le tome 11 des Arcanes du midi-minuit, donc c'est l'affaire Jim McCallan. Donc là, c'est le premier d'un diptyque. Jean-Charles Gaudin est scénariste et parmi ses réalisations, la série Les Arcanes du midi-minuit a su trouver son public. L'ensemble des albums a été vendu à plus de 250 000 exemplaires et avec ce 11e numéro, la série aborde un véritable tournant. On entre dans ce qui est véritablement le secret des origines, ce qu'est d'où vient le personnage de Jim McCallan. Et dans le prochain, dans le tome 12, on aura justement qui est le personnage de Jenna McCallan. Donc ces deux personnages, on les découvrira dans ces deux albums. Les Arcanes plongent le lecteur dans un univers steam fantasy, oscillant entre les mystères de l'Ouest et Jules Verne. Un travail qui nécessite plusieurs intervenants. On reste seul à son bureau ou devant sa planche à dessin, mais sur le fond, il y a un vrai échange avec donc Cyril, avec le dessinateur. Et donc moi, je lui envoie le scénario, il me renvoie un rough, je lui envoie un rough avec quelques suggestions, et ensuite, lui passe directement au dessin final. Et c'est à une 60aine de kilomètres à La Roche-sur-Yon que Cyril Trichet met en image les histoires tout droit sorties de l'imagination de Jean-Charles Gaudin. Et à l'heure où beaucoup préfèrent la tablette graphique, lui travaille à l'ancienne. Le truc, c'est de se sentir à l'aise en fait avec son outil. Moi, je sais que je suis très attaché au papier. Je prends vraiment plaisir à dessiner sur papier, quoi. Et voilà pour le dessin, la mise en couleur, elle, aura nécessité l'intervention d'une troisième personne. On a une équipe, quoi. Alors, il y a des auteurs qui font tout, c'est pas une obligation non plus. Moi, je préfère faire le dessin que la couleur. Je préfère laisser ça à un coloriste. Après, j'aime bien faire de la couleur, mais ça va être plus sur de l'illustration, sur des couvertures, etc., de livres. Le 11e volume des Arcanes du midi-minuit est en vente dans toutes les bonnes librairies. Le 2e album, lui, verra le jour fin 2014. Et parallèlement à la sortie du volume 11, l'intégrale des aventures 5, 6, 7 et 8 vient également d'arriver dans les bacs. Et puis encore une information qui pourrait bien intéresser tous les amateurs de la nature. TV Vendée vous propose désormais une émission consacrée à la pêche. Mordu de pêche est à retrouver tous les mardis à partir de 20h15 sur notre chaîne et à redécouvrir tout au long de la semaine. Et à chaque émission, vous pourrez suivre un passionné au bord des rivières du département, mais également en mer et même sous l'eau. Les passionnés vont pouvoir découvrir de nombreux conseils, parfaits donc en cette pleine période d'activité. Et les amateurs de pêche vont pouvoir continuer à en profiter puisque le soleil chasse enfin les derniers nuages. Ce jeudi 15 mai devrait être agréable avec des températures s'élevant jusqu'à 19 degrés. Dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous confirme cette bonne nouvelle. Et autre bonne nouvelle, on se retrouve demain.